Bien, j'avais prévu un discours de 3 heures. J'avais tellement de choses à vous raconter. Mais je voudrais tout d'abord, alors comme tous les parlementaires hors Normand ont déjà été salués, Agnès, Loïc, Rudy, etc., je ne vais pas le refaire. Mais vraiment saluer en votre nom à tous François Xavier qui arrive d'Erevan. Vous allez voir, on n'a pas tout en commun. Il y a quelques idées sur lesquelles j'ai un peu de mal à me raccrocher. Mais c'est une des plus belles intelligences de la vie politique française. Et on a la chance de nous voir une fois par mois, à peu près, où nous passons une journée entière à travailler sur le fond. On est avec David Lisnard, que vous aviez vu l'année dernière, qui j'espère portera nos couleurs dans quelques temps. Enfin, c'est mon souhait. Et de faire en sorte que, oui, je sais bien, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y en a qui préfèrent d'autres. Je vous donne mon point de vue, voilà. Bon. Et donc, on bosse, parce que c'est le genre de choses qu'on ne fait pas savoir. Il n'y a aucun média présent, rien. Et donc, on passe une journée entière à travailler sur le fond. On commence à 8 h le matin, on finit à 20 h. Et à raison d'un sujet par journée, on essaie de rencontrer des grands intellectuels, des philosophes, des sociologues, des économistes. On prend un thème et on challenge ces belles figures et ces belles intelligences et on noircit des cahiers avec l'idée d'essayer de bâtir un nouveau projet politique à terme. Et donc, on le fait avec François Xavier, quelques parlementaires qui acceptent de consacrer une journée à cela. On le fait sans bruit, dans l'objectif de pouvoir porter un jour au moins des propositions politiques pour les prochaines élections. Et donc, François Xavier, merci d'être là. Tu es le représentant de la droite et du centre au Parlement européen en tant que leader du groupe parlementaire français au sein du PPE. Et donc, merci d'avoir accepté de faire ce déplacement. L'Arménie à la Normandie, ça se fait en un coup d'avion. Alors, il faut que tu saches qu'en vertu de ce que nous racontent les minorités vertes qui nous expliquent qu'il faut changer de monde, tu as donc pris un vol aujourd'hui. J'imagine que pour aller demain à Nice, où j'imagine tu prendras un second vol, eh bien, tu auras terminé le nombre de fois où tu auras le droit de prendre l'avion jusqu'à la fin de tes derniers jours. Bien. Alors, je voudrais juste, je pourrais vous parler de la région comme à chaque fois, mais je voudrais l'aborder sous un angle un peu différent. J'ai essayé de réfléchir un peu. C'est rare, dirait Guy Lefranc. J'ai essayé l'inspiration m'est venue à travers à la fois l'immense et très longue interview du chef de l'État dans Le Point. Vous avez été quasiment aucun à le lire. J'ai fait l'effort de le lire 2 fois. Parce qu'hier soir, on avait un dîner, ils étaient 20 à faire de la politique, il y en avait que 3 qui l'avaient lu. J'ai dit, bravo, ça montre à quel point vous êtes assidus sur le boulot. Bien. Je lisais aussi les déclarations du ministre de l'Intérieur qui expliquait qu'il commençait à penser à 2027. Je trouve d'ailleurs assez indécent de commencer à penser à 2027 alors qu'on sort de l'élection présidentielle. Au-delà du fait, enfin, j'en profite pour vous le dire, que la campagne présidentielle, ce n'est pas simplement une campagne de mimétisme. Ce n'est pas parce qu'on ressemble un peu physiquement à un ancien président de la République qu'on est quand même le même. Et puis, deuxièmement, honnêtement, quand Joël, on l'évoquait tout à l'heure, ou je ne sais plus si c'est avec toi, mais enfin tu vas me servir d'appui.
honnêtement, quand j'ai lu cette interview il y a 8 jours ou 10 jours dans le Figaro, où il expliquait qu'il voulait être une boussole, moi j'ai quand même en tête des choses précises. C'est que ce garçon est allé faire un meeting à Lille le vendredi soir après l'élection présidentielle avec les leaders des Républicains, dont mon copain Barouin, alors qu'il était en train de négocier sa fonction ministérielle à laquelle il a accédé le lendemain matin. Pour moi, c'est quand même un peu compliqué d'être une boussole. C'est plutôt une girouette. Et deuxièmement, honnêtement, ce garçon a quel bilan? Guy, c'est avec toi que j'en parlais, c'est ça. Les obligations de quitter le territoire français, les OQTF, les mises à l'intérieur. Quand on était au gouvernement, on n'en faisait pas plus de 20%. Aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur en ont fait 6%. Est-ce que vous avez le sentiment que les questions de sécurité sont des questions qui sont derrière nous? Il suffit de voir les chiffres de la délinquance pour constater qu'à peu près sur tous les indicateurs, on est entre plus 10 et plus 15%. N'est-ce pas, Jonas? L'avocat qui parle. Quand vous évoquez la question des quartiers, est-ce que vous avez le sentiment que les zones de non-droit sont en train de régresser? Pas vraiment. Et donc, quel est le bilan de ce garçon qui dit « Mais parce que je suis issu des milieux populaires, j'aimerais qu'enfin on s'adresse aux milieux populaires. Moi aussi, je suis issu des milieux populaires, ma mère n'est pas allée à l'école et mon père a un certificat d'études. » Mais ça ne suffit pas pour pouvoir considérer qu'on est en mesure de devenir le représentant de cette France qui a été si peu regardée. Souvenez-vous, ces gens qui ne sont rien. Ces gens qui ne sont rien. Très franchement, après s'être vautré comme il s'est vautré dans la Macronie pendant 6 ans, qui n'a pas parlé à cette France, qui n'est pas la France populaire en vérité, mais qui est la France travailleuse. Ce n'est pas la même chose. C'est la France travailleuse. C'est celle qui a simplement envie de dire que je sois reconnu. Et quand vous évoquez, Marie-Hélène, avec une infirmière, le premier élément de la reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance salariale. Alors bien entendu, on peut l'évoquer quand on parle du fait que si on avait moins de prélèvements obligatoires, moins de dépenses publiques, il y aurait plus de pouvoir d'achat par ménage. Si simplement nos impôts étaient au niveau de l'Allemagne, chaque Français aurait l'équivalent à peu près de 1 600 à 1 800 € par an de plus. Mais quand vous discutez avec des infirmières, ce qu'ils vous demandent d'abord et avant tout, c'est d'être reconnus dans leur travail, de cesser d'avoir des cheminements bureaucratiques qui ne les amènent plus à rien partager, à simplement remplir la tablette pour aller de la chambre A à la chambre B, et de ne plus avoir ces moments où on peut partager un souci sur un malade, d'être en quelque sorte reconnus par ce qu'elles font. Et j'allais dire, au bout du compte, quand on parle d'aimer, de parler aux classes populaires, j'ai envie de dire, c'est d'abord d'aimer les gens. Et en vérité, le sujet, il est là. Le sujet, il est là. C'est que les gens ont le sentiment d'avoir aucune sincérité face à eux. Aucune sincérité. Aucune. Alors, compte tenu de cette petite digression sur mon ami le ministre de l'Intérieur, je me suis posé cette question-là. Et c'est la seule question que je vais vous poser pour laisser à François Xavier le temps de vous parler. Je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose de curieux. Quand on parle de la région, Sophie, et quand on fait notre sondage, David, chaque année, puisqu'on fait un immense sondage chaque année, en juillet, pour voir un peu quel est l'état de l'opinion sur l'action de la région, etc., etc. On constate qu'on a des résultats assez incroyables, honnêtement. C'est vrai. Et on en parlait avec Joël.
c'est vrai aussi. Là, c'est vrai. Et on constate que nos compatriotes, dans une espèce de grande culture politique, finissent par dissocier élection par élection. C'est-à-dire qu'avant, grosso modo, quand vous étiez dans une région qui ne votait pas à droite, c'était difficile d'être élu. Dans la nôtre, reconnaissons que se faire élire, quand une partie de notre électorat est partie à l'extrême droite et qu'une grande partie de l'électorat se situe aussi à gauche ou à l'extrême gauche, c'est pas facile de se faire élire. Pour le maire de Caen, l'exercice est assez comparable. Bien. Bon, toi, tu n'as pas l'extrême droite, mais les élections nationales ne donnent pas exactement le même résultat. Et on se dit, mais pourquoi nos compatriotes nous disent ça va bien dans la région, mais ça ne va pas au niveau national? Alors je sais bien que la question nationale n'est pas la question d'une collectivité régionale, parce qu'on n'est pas sur le même imaginaire, parce qu'on n'aborde pas les mêmes sujets, parce que nos compatriotes savent que ce qui est traité par l'État n'est pas forcément traité par la région, et que la région traite des sujets qui sont des sujets parfois plus, qui sont d'ailleurs des sujets plus subalternes aux sujets nationaux, sur un bon nombre de points, question de sécurité, de lutte contre l'immigration, de justice, d'école, au moins en partie, sont des sujets qui sont traités par l'État. Mais il y a tout de même quelque chose de très curieux, parce que j'imagine que si je vais dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, tes compatriotes vont dire, ça se passe plutôt bien. Il y a le plein emploi, ou presque, il y a de l'investissement industriel, il y a des infrastructures, il y a des programmes de recherche, il y a de l'innovation, il y a des écoles qui sont en train de produire l'excellence, et de l'autre, on a des compatriotes qui se disent, mais ça va mal dans notre pays. Et je me suis interrogé en me disant, mais pourquoi il y a cette telle dichotomie entre l'appréciation régionale et l'appréciation nationale? Alors, il y a des tas de raisons, mais je voudrais en citer une qui me paraît absolument clé. C'est la question de l'impuissance de l'État. Parce que ça, c'est ce que nous vivons en tant qu'élus locaux. C'est l'impuissance de l'État à délivrer. Je lisais l'interview du président de la République. C'est une interview de bavard. Comme on dirait dans la campagne, chez nous, il y a les faiseux et les diseux. C'est un grand discours de diseux, une grande interview de diseux et un très peu interview de faiseux. Avec les mêmes diagnostics depuis des années, des mêmes diagnostics depuis des mois, des solutions qu'on évoque avec des contradictions. Et même pire que ça, avec l'absence de reconnaissance de ses erreurs. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable de dire parfois on s'est trompé. Quand, dans cette interview, les journalistes disent « Mais Monsieur le Président de la République, Alban, t'es où ?» Sur le nucléaire. Il dit « Vous avez changé d'avis ?» Non, je n'ai jamais changé d'avis sur le nucléaire. J'ai d'ailleurs été le ministre de l'économie et des finances qui a sauvé Framatome. On pourrait en parler. Mais, enfin, c'est bien lui qui a décidé la fermeture de Fessenheim. On avait investi 450 millions d'euros. Et c'est quand même lui qui a fait voter la loi sous laquelle nous ne sommes plus que depuis quelques semaines, qui fermait 12 réacteurs, ou 14, 12 ou 14 ? Tu ne sais même plus. Le directeur régional d'EDF, il ne sait plus si c'est 12 ou 14. Et 14 réacteurs, 14 dont les 2 de Fessenheim, donc 12 plus 2. Voilà. C'est tout de même incroyable. On peut aussi, il aurait pu avoir un discours autre, dire, ben voilà, le contexte a changé, l'Ukraine, etc., décarbonation, l'accélération, la nécessité d'avoir une empreinte carbone la plus faible possible, mais non. Bien. Et donc, je me suis interrogé sur cette question-là. Et mesdames et messieurs, je crois que la pire difficulté que nous connaissons aujourd'hui et l'élément clé et majeur de la désaffection à l'égard de la politique. Alors, merci pour être aussi nombreux en dépit du froid. Alors, j'ai reçu plein de textos me disant ce matin, je suis désolé, j'ai un contretemps de dernière minute, je ne suis pas là. C'est que les gens se sont dit, on va se geler, donc on reviendra l'année prochaine. Donc, cela, je vais leur envoyer des textos tout à l'heure, je vais leur dire ce que j'en pense. Mais c'est tout de même la question de l'impuissance des pouvoirs publics. C'est tout de même ça le sujet.
Et c'est l'incapacité à pointer les sujets et à les exprimer. Je trouve assez fascinant qu'après les émeutes que nous avons vécues, j'évoquais ça hier avec un autre élu que je ne citerai pas, qui parlait avec un des préfets qui a été le plus confronté à ces questions. Il disait, mais on a perdu pendant plusieurs heures totalement le contrôle de la situation. Chez vous, en Île-de-France, c'est-à-dire que la République n'était plus capable d'assurer la sécurité de ses villes et de ses compatriotes. Pourquoi continuer à ne pas parler de ce sujet et l'aborder franchement et clairement? Que de tergiverser et d'être dans le en même temps permanent, comme si ça suffisait pour se dire que au bout du compte, on pouvait considérer que c'était la fin d'une parenthèse et qu'on ne portait plus et on n'abordait plus le sujet. Est-ce qu'on a le droit d'affronter les choses avec les mots? Qu'on ne veuille pas les affronter sur le coup, je peux le comprendre, parce que bien entendu, on n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu quand on est dans une situation aussi gravissime. Mais après, on peut tout de même en parler, le qualifier et porter le sujet. Et moi qui ne suis pas suspect d'être particulièrement sensible à ces sujets, on a quand même le droit de dire qu'il y a un lien direct entre la question de l'immigration et de la sécurité. Ce n'est pas interdit de le dire. C'est une évidence. Bien. Et donc pour moi, le sujet clé de la restauration, c'est la question de l'impuissance. Et quand on évoquait tout à l'heure les réalisations ou les sujets de la région, pourquoi, au bout du compte, David, Sophie et les conseillers régionaux, on a un peu de crédit? Je dis un tout petit peu parce qu'il faut rester très modeste. C'est parce qu'au bout du compte, les gens se disent ce qu'ils disent, ils le font, et ils le font complètement. Il y a 3 semaines, j'étais avec la Première ministre et l'ancien Premier ministre au Havre. Nous fêtions l'arrivée, président, d'une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises, qu'est l'ENSAM. C'est lié à quoi? Parce que Philippe Aide est là, je le cite. C'est lié à la volonté de la région de dire « Nous sommes une grande région industrielle, nous avons des faiblesses dans l'enseignement supérieur et nous allons faire en sorte que nous puissions avoir les compétences et qualifications et les intelligences pour porter notre projet industriel. » Et donc, nous avons mandaté un homme à qui j'ai dit « vous allez faire, parce qu'on se vous voit, vous allez faire le tour de toutes les grandes écoles françaises et vous allez voir à chaque fois comment on peut en implanter une en Normandie. » Nous avons réussi à faire venir à Caen l'Isan Increa. La mairie de Caen a payé le terrain, nous avons payé l'immeuble. La disparité est assez sensible. Nous avons fait venir, puisque je parle de Caen, ce n'est pas une école d'ingénieurs, mais Sciences Po, Rennes, qui s'implante progressivement à Caen. Nous avons décidé d'étendre le SITC que nous payons, mon cher Joël, en totalité pour cette extension. Ensuite, nous avons fait en sorte que la première école vétérinaire privée s'installe à Rouen, à Mont-Saint-Aignan. Nous avons fait en sorte qu'une des plus grandes universités françaises, qui est la Cato de Paris, s'installe à Rouen. Nous avons décidé, il y a 15 jours ou 3 semaines, l'implantation d'une grande école de la gastronomie à Rouen. Nous avons décidé du financement avec l'agglomération du Cotentin d'une école d'ingénieurs à Cherbourg. Et, mesdames et messieurs, nous avons porté, dans le cadre du développement de l'électricité nucléaire en Normandie et notamment de Penly, et aussi de tous les grands projets industriels comme celui de Futero, l'idée du développement massif des formations d'ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs existantes, c'est ce qu'on appelle le projet 3NC, qui ne vous parle probablement pas, mais qui va nous amener à terme, dès l'année prochaine, à former 40% d'ingénieurs de plus dans toutes les écoles d'ingénieurs de Normandie. Eh bien, ça a été la volonté d'une région, et vraiment d'une région, qui a porté de A à Z, à la fois financièrement mais politiquement, en allant voir l'État
et en disant, voilà, sur le programme nucléaire, il nous faut 8000 emplois supplémentaires, 2000 ingénieurs en plus, eh bien, nous allons les former, et pour ça, on a mis autour de la table les universités, les écoles d'ingénieurs, on a présenté un programme. Et là où ça a été extraordinaire, mesdames et messieurs, c'est que je suis allé voir la ministre de l'Enseignement supérieur qui m'a dit, on est derrière vous, on vous donnera un gros coup de main. Allez voir le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement. Bruno Bonnel, ancien chef d'entreprise, je vois ses collaborateurs, immédiatement il me dit, ok, dis-nous combien il te faut, on vous mettra l'argent. Et là, c'est ça qui est incroyable, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur dit, ok, on y va, le secrétariat général pour l'investissement qui décide des grands investissements dans le cadre de France Relance dit, on y va. Et après, mesdames et messieurs, nous attendons la notification de la Première ministre pendant près de 5 mois. La signature. Et je dis à Bruno Bonnel au SGPI, je lui dis, Bruno, mais va porter la lettre, t'es à 100 mètres de Matignon. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Et c'est ça qui est fou. Et donc, au lieu d'annoncer l'ENSAM en février ou mars, on l'a annoncé en juillet, parce qu'il a fallu 5 mois de plus, simplement pour une notification. On se dit, mais en vérité, le système ne marche plus, il ne délivre plus. La justice ne fonctionne plus, l'école ne fonctionne plus, la sécurité se dégrade, et à aucun moment on comprend quels sont les ressorts profonds. Alors, il y a des tas de choses qu'on connaît. Trop de réglementation, de la surtransposition européenne à tour de bras, mon cher François-Xavier, de la régulation, rien de pire que la régulation. Parce que la régulation empêche l'expérimentation, l'innovation. Ce sont, on l'évoquait, les autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire toutes ces structures où l'État a confié à des gens indépendants le soin de gérer tel ou tel secteur, ce qui veut dire qu'au bout du compte, l'État dit « mais je ne peux rien faire », ça n'est plus moi qui décide. C'est, bien entendu, pour finir, la judiciarisation gigantesque de la vie, qui fait que chaque geste, chaque mouvement vous met en danger face à un juge d'instruction ou une affaire pénale. Mais il y a, au-delà de ces causes qu'on connaît bien, il y a quelques éléments sur lesquels on peut bouger assez vite. Le premier, je vous le dis, alors les gaullistes présents vont hurler, mais la Ve République, c'est plus possible. Le quinquennat avec les élections législatives, j'étais un des seuls à voter contre le quinquennat quand j'étais parlementaire. Eh bien, je suis fier de l'avoir fait, je peux vous le dire. J'étais pour le septennat, et je suis, quelle connerie ce quinquennat. Parce que, honnêtement, quand vous avez une élection présidentielle à 5 ans avec une élection législative dans la foulée, il faut au bout du compte, une immense culture politique française de chaque citoyen pour dire, on a élu Emmanuel Macron qu'on ne voulait pas vraiment, mais comme on ne voulait pas l'autre, on l'a élu, mais on va faire en sorte qu'on ne va pas lui donner la majorité pour qu'au moins on le mette sous contrôle. Alors, on va le contrôle, mais c'est tout de même, vous vous rendez compte, dans 577 circonscriptions, les Français ont eu assez de finesse politique pour faire un dosage qui les amenait à grosso modo pouvoir rejeter le vote d'il y a 3 semaines ou un mois qui avait été un vote par défaut. C'est vrai, Mais derrière ça, quand j'entends le chef de l'État dire le 30, je fais une grande initiative politique, vous parlez d'une belle grande initiative politique, réunir les présidents de partis. Bon. Mais on voit bien qu'au bout du compte, la question quand certains disent mais il faut une grande union nationale parce que la situation du pays est grave. Il y a à la fois des tas de raisons d'espérer, parce qu'on a encore toutes les raisons pour être une des grandes nations du XXIe siècle. Et en même temps, on a des tas de faiblesses que vous connaissez et que je ne vais pas vous citer pour ne pas vous désespérer. Mais quand on dit il y a la possibilité de créer cette majorité, bien non, mesdames et messieurs, ce n'est pas possible. Pas avec le quinquennat, pas avec ce mode de scrutin
aux élections législatives parce qu'il n'y a pas de coalition possible. Comment, moi qui ai été député pendant 20 ans, comment pouvez-vous dire à un député qui a été élu dans l'opposition, lui dire ben, « demain, vous allez être dans la majorité ». Qu'est-ce que vont dire vos compatriotes? Imaginez Véronique Louwagie, j'ai été faire campagne pour elle, ou Jérôme Nury, Nathalie. Comment on peut être dans l'opposition au moment de la campagne électorale? Dans une élection, vous dites aux compatriotes, ne vous inquiétez pas, moi je vais être là pour contrôler ceux qui... et 8 jours ou 15 jours après, être dans une majorité gouvernementale. C'est impossible, ce serait un reniement. Et donc, pardon, je ne sais pas si la France et les Français sont faits pour ce que sont capables de faire la grande partie des pays européens, tant chez nous la confrontation politique est forte. Mais clairement, vous ne pouvez pas bâtir un gouvernement d'union nationale ou de rassemblement le plus large des forces de raison, appelons-les comme ça, avec un mode de scrutin qui cumule l'homme providentiel dont on sait qu'il n'a rien de providentiel. Ça ne faut pas rêver. Je veux dire, j'ai revu dernièrement un immense documentaire sur le général de Gaulle. Déjà, l'époque n'est plus la même. Mais on n'en fait pas un tous les 20 ans. C'est clair, quoi. Enfin, c'était tellement immense de puissance. Et donc, l'homme providentiel n'existe pas, on le fait croire aux Français à chaque élection. 2, cet homme providentiel considère qu'il s'occupe de tout, ce qui l'amène à ne plus avoir de Premier ministre. Il ne prend que des collaborateurs. J'ai eu l'occasion de le dire à quelqu'un que je connais bien, avec qui j'ai fait une partie de mon chemin, qui imaginait pouvoir être Premier ministre. J'ai dit, mais tu ne seras jamais Premier ministre. Parce qu'Emmanuel Macron, il ne pense qu'à avoir un Premier ministre qui a un collaborateur avec qui il ne discute pas. En vérité, qui exécute. Quand vous avez un président de la République qui passe une demi-journée, je suis chasseur, une demi-journée avec les chasseurs pour fixer le prix du permis de chasser, vous dites, mais il n'y a pas autre chose à faire que de passer une demi-journée à parler du permis de chasser dont on a tant mieux réduit le prix, comme si c'est la préoccupation première du chasseur quand il prend son permis, Édouard. Bon, toi, tu es privilégié, tu t'en fous du prix de ton permis, mais il n'empêche. Donc, premier sujet, mesdames et messieurs, ce mode, l'évolution de la Ve République conduit à l'impuissance. La deuxième question majeure et centrale, c'est la question de la régionalisation et de la décentralisation, qui a été évoquée par Patrick Chabert tout à l'heure. Pourquoi la France ne fait pas ce que font les autres pays européens, c'est-à-dire nous confier les tâches de proximité pleinement, entièrement et totalement, et en gardant la part régalienne, je ne vais pas vous la refaire indéfiniment. Mais quand ACCP, David, est sur le point de mourir, s'il avait fallu passer par l'État, on n'y serait jamais arrivé. J'ai appelé le PDG d'ACCP qui s'appelle Frédéric Sanchez. J'ai dit, voilà, on me dit que vous êtes intéressé, on va bâtir ensemble la reprise de cet outil industriel et de ce fleuron industriel nécessaire pour notamment l'industrie nucléaire. On l'a fait en quelques heures. Quand GE s'est installé sur le port de Cherbourg, on avait une problématique, c'est que GE n'avait pas encore complètement les autorisations, mais que nous, on allait perdre nos autorisations de permis de construire. On a décidé en 1 heure de commencer la construction pour éviter que les permis de construire deviennent obsolètes. Imaginez quand c'est l'État. Quand il a fallu faire le statut du Mont-Saint-Michel que nous réclamions avec Bernard Cazeneuve, Philippe Bas, etc., il a fallu 2 ans d'arbitrage entre le ministère de la Culture et Matignon sur le périmètre de cette question-là. Et donc, il faut simplement qu'on puisse donner la réactivité, la capacité d'action que donnent les collectivités locales. Pardon, mais personne n'aurait pu bâtir le programme que nous avons bâti sur l'enseignement supérieur si ça n'avait pas été porté par une collectivité politique. Personne n'aurait décidé sur un seul accord
en quelques minutes que Maison Alfort et la totalité du campus équin viennent à Dozulé. Il aurait fallu des mois et des mois d'arbitrage. Et donc, simplement, donnez-nous là où on est capable de faire. On n'en demande pas plus. Mais faisons en sorte que tout ce qui peut être réglé en proximité le soit. Et j'en profite pour dire, quand on le règle en proximité, on respecte les gens. Parce qu'en clair, on crée de la démocratie de proximité, on crée de la démocratie participative. Quand nous avons bâti notre modèle à l'export, Bernard, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est enfermé une journée entière avec les entreprises normandes qui bâtissaient, qui étaient à l'exportation, et pendant une journée, on leur a dit, qu'est-ce que vous voulez pour l'exportation? On a discuté. Au bout de la journée, on a bâti notre politique de soutien à l'exportation. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un ministre du Commerce extérieur vient pour faire une annonce sur les questions d'exportation, ils font ça en Normandie parce qu'on est considéré comme archi-exemplaire. Bon, et encore dans 8 jours, où ils sont là, où il est là. Bon, donc, en clair, en plus de ça, c'est un moyen d'associer nos compatriotes à la vie politique et donc de régler cette question de la reconnaissance dont on parlait tout à l'heure. Le troisième sujet, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais, pardon, nous vivons sous la terreur de Khmer vert. Ces gens-là ne représentent quasiment rien dans l'opinion publique. Quasiment rien. Et par faiblesse, on cède. On cède surtout. De Notre-Dame-des-Landes à David, hommage aux héros. Vous savez, ce projet hommage aux héros, 100 millions d'euros d'investissement, pas un centime d'argent public autour du tourisme de mémoire qui devait s'installer à 40 ans. Un projet formidable. Le tourisme de mémoire, c'est 5,5 millions de visiteurs par an. Énorme pour l'économie touristique de la région. Tu le sais, Nathalie. Ce sont des touristes qui consomment plus que le touriste normal. Et on a découvert à travers l'étude qu'on va présenter dans quelques semaines, c'est que ce sont des gens qui restent plus de 5 jours sur place en Normandie, donc presque une semaine entière, et ce sont des gros consommateurs. Ce sont des Belges, des Hollandais, des Anglais. Ben oui, parce que vous avez un pouvoir d'achat de 15% supérieur au nôtre. Hein, donc les restaurateurs, ils le savent bien. Ils préfèrent voir arriver un client belge qu'un client français, je peux vous dire, dans un restaurant en Normandie. Sauf quand c'est Hervé Morin, mais parce qu'il boit trop, lui, c'est pas pareil. Et donc cette question-là, sur hommage aux héros, ce qui a été le plus frappant, mesdames et messieurs, c'est pas le fait qu'il s'installait sur 19 hectares d'un champ de maïs au bord d'une autoroute, qui avait dû avoir du glyphosate depuis 25 ans, donc la biodiversité, mais d'un projet qui avait été validé par la Chambre d'agriculture, où les agriculteurs avaient dit « on est pour ». C'est qu'au bout du compte, ça a été les mots du préfet de la Manche, à qui je dis, mais monsieur le préfet, il serait peut-être bon que vous mettiez l'administration, je vais y venir, de la République, sous contrôle. Parce que les rapports arrivaient chez les Verts avant même qu'ils soient rendus publics. Et le préfet de la Manche me dit, mais David est témoin, je ne peux pas, je lui demande donc de recevoir les élus, le président de l'agglo, le maire de 40 ans, le député, le président du département. Le préfet me dit, ah, mais non, mais moi, il faut que je reste à équidistance entre vous et les quelques excités qui étaient opposés au projet. Alors, il ne le disait pas comme ça, aux associations opposées. Mais je dis, mais de quoi vous me parlez? Quand vous avez aujourd'hui ces mêmes acteurs de la décroissance qui parlent au nom de l'État, quand, dans une ville bien connue du maire de Caen, un de ses agents explique « Monsieur le maire, je ne vais pas vous demander ce que la loi vous impose, je vais vous demander plus que la loi.
Vous dites, mais dans quel état de droit on est? Et on a aujourd'hui une partie de cette intolérance totale qui est au sein de l'administration d'État, qui crée les conditions de surréglementation, d'avis, de consultation, de construction de modèles qui imposent que... Vous vous rendez compte, je prends un exemple. Un jour, le président de la République dit on crée les zones d'activité immédiate à l'emploi. Elles sont tamponnées par la République française, notamment pour des investisseurs étrangers, en disant quand vous arrivez là, tout est prêt, vous n'avez plus qu'à vous installer et déposer votre permis de construire. Mais vous vous trompez. Ce même projet industriel, en dépit du label donné par l'État, eh bien, s'il faut à nouveau une étude 4 saisons sur la biodiversité, on va vous le faire. Et donc, on est aujourd'hui dans un modèle avec une espèce d'idéologie qui est assez comparable pour les plus anciens à ce que nous avons connu du temps du maoïsme. Je vous invite à relire le bouquin de Gisbert, La Belle Époque, où Gisbert raconte que un grand journal du soir expliquait à quel point la République populaire de Chine était en train de donner un immense bonheur aux Chinois, où les Khmers du Kampuchéa étaient en train de porter le progrès dans leur pays, on sait ce qu'il en a été. Et où il y avait cette espèce de posture idéologique complète et totale où on n'avait pas le droit de toucher à cette chapelle. Eh bien, aujourd'hui, on est dans la même configuration. Au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, on a le droit de raconter n'importe quoi. On a le droit de combattre tous les projets. Et pourtant, mesdames et messieurs, le meilleur modèle, le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique, c'est en effet d'aller vers des productions décarbonées. Mais c'est aussi d'abord et avant tout de régler une question qui est la question démographique. Et pour qu'il y ait moins de démographie, notamment dans les pays d'Afrique, il faut de la croissance, de la richesse et du développement, de l'accès à l'éducation. Et qu'au lieu de se dire qu'on va avoir 1,2 milliard d'Africains supplémentaires dans l'Afrique subsaharienne dans les 30 prochaines années, eh bien, on ferait mieux de se dire que plus vite on ira vers la croissance pour tous ces pays, et plus la transition démographique se fera rapidement, et qu'à partir de là, moins on sera nombreux, plus la question de l'émission de CO2 se posera de façon moins accrue qu'aujourd'hui. Eh bien, il faut que nous continuions, nous, à porter l'idée que nous avons besoin de croissance, que nous avons besoin d'investissement. Et la question sur l'énergie, elle est incroyable. Pourquoi la France, au-delà du fait que tout ça a été le fruit d'accords électoraux, c'est Hollande qui a vendu une partie du programme électronucléaire à Dominique Voynet, et c'est Emmanuel Macron qui a vendu à Nicolas Hulot une partie de l'autre programme électronucléaire français. Mais au-delà de ça, ça correspondait tout de même progressivement à cette espèce de pieuvre qui nous amenait à ne plus raisonner, à ne plus avoir le droit qu'on était favorable à l'énergie nucléaire. Joël me disait, ça c'est vrai, un réacteur nucléaire, c'est 3000 hectares de panneaux photovoltaïques. 3000 hectares, c'est-à-dire la moitié de toutes les communes aux environnantes. Pourquoi nous nous sommes opposés, nous, régions, dans le cadre du schéma régional d'aménagement du territoire, à l'agri-photovoltaïsme? Parce qu'on voit bien ce qui va se passer, c'est que ce sont des terres agricoles, celles qui auront un peu moins de valeur agricole que les plaines du Pays de Caux ou du bassin de Caen, qui vont se retrouver couvertes de panneaux photovoltaïques quand on est entre 1500 et 2000 euros de l'hectare de rendement, et qu'il suffit d'avoir, au contraire, suffisamment d'énergie liée à l'électronucléaire pour ne plus avoir à se poser de questions. Ce dont on a besoin, c'est de nourrir nos compatriotes, c'est d'avoir une industrie agroalimentaire. Je disais ça
un de ces acteurs il y a 3 jours avec qui j'avais rendez-vous qui me dit « Mais vous êtes opposé à cela ?» Je dis « Oui, je suis opposé à cela. Parce que derrière, c'est le pays d'Auge. C'est toutes les terres bocagères, c'est toutes les terres en pente. Là, on ne peut pas faire passer la charrue. Et ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer derrière? En matière de tourisme, ça va avoir des conséquences désastreuses, parce que personne n'a envie d'avoir des champs entiers de panneaux photovoltaïques face à soi. Et 2, qu'est-ce que vous allez faire d'une partie importante de l'industrie française et normande que représente l'industrie agroalimentaire? Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de vaches derrière. Mais le cancer vers lequel on est sur ces questions est démentiel. Quand vous pensez que la Cour des comptes a produit un rapport demandant de réduire la production de viande bovine. C'est fou quand on y réfléchit. C'est-à-dire que la Cour des comptes disait aux Français, vous mangez trop de viande. Ok, bah, excusez-moi, mais je vais encore manger ce que j'ai envie de manger, quoi. Bon. Merci. Bon. Deuxièmement, il faut arrêter de produire de la viande bovine parce que la viande bovine est productrice de gaz à effet de serre. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux acheter de la viande bovine en Argentine et la faire venir en avion, parce que c'est vrai que la vache en Argentine, elle ne se comporte pas dans son métabolisme de la même façon que la vache normande. C'est une évidence. Et en plus de ça, ça veut dire qu'ils ont même oublié à quel point nos pâturages sont facteurs de biodiversité, nos haies, nos talus, la protection de la ressource en eau, la lutte contre les inondations. Et donc on a aujourd'hui, honnêtement, un facteur d'impuissance gigantesque qui est cette intolérance absolue, au bout du compte, à un modèle de développement que nous pourrions porter avec à la fois l'attention nécessaire aux questions d'environnement, mais avec l'idée qu'on a besoin de croissance. Sur l'énergie, sur le nucléaire, vous vous rendez compte que ce que nous allons vivre en Normandie, une centrale nucléaire supplémentaire, 20 milliards d'investissements, 8 à 10 000 emplois en permanence pendant 15 ans, les grands carénages des autres centrales nucléaires, 5 milliards d'investissements, l'éolien offshore, s'il avait été un peu plus loin des côtes, ça aurait été mieux. L'éolien offshore, chaque parc d'éolien, c'est 2 milliards. Par autocontrôle, si je dis bêtises. L'hydrogène, la première usine d'hydrogène vert, Air Liquide, avec derrière toute une série de projets industriels. Et demain, parce que nous nous sommes battus pour ça, l'hydrolien, c'est-à-dire l'utilisation des courants marins et la capacité de pouvoir porter de nouveaux projets, une nouvelle spécialisation industrielle. Derrière cela, c'est un secteur industriel qui voit ses carnets de commandes pendant des années. C'est un secteur industriel qui va pouvoir ensuite exporter, parce que ceux qui vont bâtir les EPR de Normandie et qui auront fait preuve de leur capacité à le faire seront ceux qui accompagneront ou celles qui accompagneront les projets de demain d'EDF ailleurs en France et qui accompagneront aussi les projets industriels, parce que comme vous l'avez probablement remarqué, il y a énormément de pays dans le monde qui ont décidé de relancer la filière électronucléaire, donc la capacité d'exporter. Si vous voulez bâtir une base industrielle très forte et très puissante, eh bien, les programmes dont la Normandie va profiter dans les prochaines années sont des chances incroyables et exceptionnelles au-delà des autres secteurs industriels qu'on a évoqués tout à l'heure. Eh bien, il a fallu se battre pour cela. Il a fallu se battre pour faire comprendre que nous étions une région favorable au nucléaire, et une région favorable au nucléaire parce que c'est le bon sens. Si on veut décarboner plus d'électricité et moins de CO2, il n'y a pas d'autre solution que celle-ci, et pourtant il a fallu lutter dans le débat collectif là-dessus. Je termine sur la question de cette infiltration de cette pensée, le zéro artificialisation nette. Oui, il faut moins artificialiser. Mais si Futero est venu en Normandie, c'est parce qu'il y avait un terrain greenfield, c'est-à-dire un terrain libre d'accès. Si Eastman s'installe en Normandie, c'est parce qu'il y a un terrain libre d'accès. Il ne faut pas croire que les friches sont les moyens de pouvoir
accueillir ces entreprises. D'une part, ça coûte une fortune de dépolluer une friche. Et deuxièmement, surtout, c'est que si par malheur sur la friche est arrivé un oiseau, un papillon ou une plante, on va vous dire qu'il ne faut surtout pas toucher. On a eu le cas en Vallée de la Seine avec un projet industriel que nous n'avons jamais pu implanter à cause de l'arrivée d'un oiseau lié au fait que cette friche industrielle était restée en l'état pendant des années. Mais qui peut penser un seul instant que dans un pays, on puisse aboutir à 0% d'artificialisation en 2050? Comment on a pu voter une bêtise pareille? Parce que derrière, sans vouloir être plus long, ça veut dire que, mesdames et messieurs, pour la classe moyenne française, devenir propriétaire de sa maison, ça deviendra impossible. Parce que le prix du terrain à bâtir va tellement s'envoler que le coût de la construction deviendra démentiel. Et on ne peut pas dire aux Français que parce que c'est pas bien d'artificialiser qu'il faudrait interdire toute construction individuelle. Enfin, ça n'est même pas concevable, quoi. Et donc, mesdames et messieurs, on a ce sujet-là. On l'a sur toute la gamme de la vie. Quand vous prenez l'aéronautique, j'ai eu le malheur de dire que l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien dont nous sommes en train de reconstruire l'aérogare allait devenir le premier aérogare à bilan carbone positif, puisque nous allons installer sur les délaissés de l'aérogare 30 hectares de panneaux photovoltaïques. Je me suis fait donc insulter par tous ceux qui expliquent que l'aéronautique, c'est nul. Mais tout le monde oublie une chose, c'est qu'on interdit de penser progrès, on a interdit de penser science, on a interdit de penser recherche. Or, si vous discutez avec tous les acteurs de l'aéronautique, ils vous diront tous qu'il n'y aura plus un seul avion en kérosène en 2050. Que les premiers avions à hydrogène voleront dans 10 ans. Et on en arrive même à des excès incroyables. Je parlais de Jean-Marc Jancovici tout à l'heure. Imaginez un monde ouvert, un monde d'échange, un monde qui ne soit pas un monde de confrontation, un monde dans lequel les peuples ne peuvent plus échanger et se voir. Quand on dit qu'il faudrait que chaque personne, dans toute sa vie, ne puisse voler que 2 fois, vous imaginez la jeunesse que vous fabriquez? Et vous avez même pire maintenant. Il y a quelques semaines, vous avez eu de toute une série d'acteurs, dont le même Jancovici d'ailleurs, qui expliquait que, pour éviter la croissance démographique, pardon pour tous ceux qui ont des cheveux blancs, ça m'arrive tôt, il faudrait faire en sorte qu'un certain nombre d'actes médicaux ne soient plus possibles pour les plus de 65 ans. En clair, grosso modo, vous êtes bon à mettre à la casse. Et 2, pire encore, non mais c'est vrai ce que je raconte, c'est pas, c'était dans le Figaro, donc un article, non mais c'est pas l'article du Figaro, c'est la tribune, Et deuxièmement, que on devrait interdire à tous les plus de 65 ans de voyager. Vous imaginez? Mais on se donne. Donc on a là quand même on a tout de même la pensée qui devient corrodée quand on en arrive là. Mais je voulais juste vous faire le point sur cette question-là. Et puis, en guise de conclusion, avec François Xavier, on a une interrogation, qui est une interrogation permanente. C'est comment faire nation? Posez-vous cette question. Comment faire nation? Comment être dans l'idée qu'on a un destin collectif commun? Pas le vivre ensemble, parce que ça, c'est des mots galvaudés, ce qui ne ressemble à rien aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un monde plus égoïste qu'hier? Je ne crois pas. Je pense que de tout temps, on a toujours privilégié son intérêt personnel sur l'intérêt collectif, sauf au moment des grandes crises ou des grandes guerres. Est-ce que
c'est le fait qu'on serait dans un monde plus inégalitaire. Je ne pense pas que ce soit la question. Il y a toujours eu des très riches et il y a toujours eu des très pauvres. Et en vérité, on est dans un pays où, compte tenu du niveau de la dépense sociale, on est moins inégalitaire que tous les pays européens. Quel est le moyen de rebâtir cette idée qu'on a un destin commun? Parce qu'au bout du compte, ce que nous vivons crise après crise, c'est bien cette question-là. Alors on a à chaque fois la même réponse. L'école. On est d'accord. Sauf qu'au bout du compte, on a massifié l'école sans jamais la moderniser. Et on est resté sur un système qui est un système totalement verticalisé, centralisé, où on ne donne aucune autonomie dans chaque académie ou dans chaque établissement pour bâtir un modèle. C'est juste une histoire, je ne veux pas le faire à la place de François Xavier, qui est professeur de philosophie, mais est-ce qu'on peut avoir le même programme, mot pour mot, à Henri IV et dans un lycée en difficulté? Est-ce qu'on ne peut pas donner un peu de marge à tout cela pour faire en sorte qu'on puisse bâtir des modèles qui conviennent? Vous allez voir, le président de la République a fait comme priorité à la rentrée qu'il n'y ait plus de classe sans prof. Mais le système est géré à partir de Paris, à partir de normes parisiennes. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'on va bâtir un modèle dans lequel on laisserait l'initiative? Donc on dit l'école, avec les mêmes propositions depuis 40 ans qu'on ne fait jamais. Et pourquoi on ne réussit jamais à les mettre en place? Parce qu'on n'ose pas dire les choses. Moi, je peux les dire. C'est que qui est le plus grand acteur de la recentralisation permanente? Ce sont les syndicats. Parce que c'est le moyen pour eux d'avoir le pouvoir. Dès lors que vous êtes dans un système décentralisé, autonome, eh bien, on n'a plus le pouvoir de la même façon. Il y a un moyen de dialogue. Moi, quand je dialogue avec mes syndicats, j'arrive à transformer la collectivité régionale. Quand on est repassé aux 35 heures, je n'ai pas eu une journée de grève parce que j'ai eu ce dialogue, parce qu'on n'était pas aux 35 heures. Bien. Donc, l'école. Tu as 35 heures, un camp, toi? Ah oui, c'est ça. Deuxièmement, on va vous dire, au-delà de l'école, la question de la laïcité. On est d'accord. Mais quand on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Quelles mesures on prend? Troisième sujet qu'on évoque en permanence, c'est la lutte contre l'immigration clandestine. En disant, il faut pouvoir intégrer. Nous sommes d'accord. J'en profite pour vous dire qu'on va tout de même avoir une question majeure, c'est qu'avec la baisse de la population active, il va nous falloir quand même des mains. Hein. Je vous le dis. Sur des tas de métiers où il n'y a plus un Français qui veut le faire. Et donc, clairement, sur la question de l'immigration, aucune solution nouvelle sur le sujet. Aucune solution nouvelle. Il suffit de voir l'actualité de ces derniers temps. Et au bout du compte, la question qu'on finit par se poser, c'est est-ce que notre modèle tient encore? Et si on y tient tant que ça, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce modèle tienne? Et je suis sûr d'une chose, c'est que ce modèle commencera à tenir si on rétablit l'autorité. Le droit, la justice, les places de prison nécessaires pour extraire de chaque quartier celles et ceux qui empêchent au quartier de vivre correctement. Mais clairement, ce chantier-là, mesdames et messieurs, c'est un chantier obsédant. Parce qu'au bout du compte, on se dit, est-ce qu'on est en train d'aller vers un modèle communautarisé et tribalisé, comme en parlait Maffescioli, c'est-à-dire un système où on est des communautés, où de temps à autre, on se retrouve autour d'un match de foot ou d'un match de rugby, mais où on n'a plus cette volonté collective. Parce que quand un Français sur deux ne va plus voter, c'est qu'au bout du compte, il y a aussi un peu de cela. Il n'y a pas simplement le fait de rejeter la politique, c'est de dire ça ne me concerne plus, cette histoire. Et donc ça, c'est une vraie question obsédante. Et plutôt que de s'interroger sur, de savoir qui va être candidat à l'élection présidentielle de 2027, moi ce que je souhaite, c'est qu'on aborde ces sujets-là. Comment on règle la question de l'impuissance? Comment on règle la question de faire nation? Comment on fait en sorte que à 57% de dépenses publiques, les Français ont le sentiment d'en avoir pour leur argent.
Voilà, mesdames et messieurs, les questions que je voulais poser devant vous. Il y a des défis gigantesques, des chances gigantesques pour notre pays. Et parce que François-Xavier Bellamy est beaucoup plus intelligent que moi, il va vous donner les réponses. Je vous remercie.